Bonjour à tous, bienvenue du coup pour ce sixième webinaire Fall Co. Aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, alors ça va être un peu différent, c'est aussi un premier essai. On est aujourd'hui derrière nos bureaux, mais on va très vite bouger derrière dans l'entreprise et dans les bancs, notamment sur les bancs d'essai. Donc on espère qu'il n'y aura pas de quoi, qu'on a fait plusieurs essais, on va croiser les doigts pour que tout fonctionne bien, mais ne vous inquiétez pas, si jamais ça venait, on reviendra se connecter. L'objectif, en quelques mots de ce webinaire, globalement, on va parler de matériaux foil, donc vraiment hyper large. On va parler de carbone, Bonjour. d'aluminium. Bonjour, on va parler de carbone, d'aluminium, vraiment de plusieurs aspects sur les matériaux. On est en présence aujourd'hui donc de Aymeric et Quentin qui travaillent pour Fall Co. Je vais vous laisser vous présenter peut-être dans un premier temps Aymeric et Quentin. À vous la parole, les deux masqués, du coup, c'est Aymeric et Quentin. Alors, bonjour à tous, moi c'est Quentin, je suis ingénieur matériaux chez Folenco. Mon travail consiste à faire les plans de drapage et à draper tout ce qui est du foil. Après, une fois que le produit est conçu, je le prends et je dessine tous les plis de carbone qu'il va y avoir dedans. Donc ma journée se compose d'un petit peu de numérique du coup et de beaucoup d'ateliers aussi pour toujours avoir les mains dedans. Top. Merci Quentin. Moi c'est Aymeric, ça fait depuis 2 ans et demi que je suis chez Folenco en fait en apprentissage d'école d'ingénieur, donc une école spécialisée dans les matériaux composites et la mécanique. Je suis aussi, comme Quentin, pas mal à la prod, donc à la finition des pièces, l'usinage aussi de toutes les parties, assemblage, mât, fuselage, les inserts, et je participe aussi au développement du matériel de windsurf, étant pratiquant. Et j'ai aussi une autre responsabilité, donc c'est les tests mécaniques sur les foils qu'on fabrique. Et donc, tous ces tests vont nous servir après à optimiser les foils pour la navigation. Donc, je suis capable de faire le parallèle entre la mécanique du foil et le comportement en navigation. J'ai les deux casquettes. Top. Merci pour la présentation. En quelques mots pour expliquer le déroulé, globalement, en fait, il va y avoir un peu trois parties. On va juste faire une première partie un peu plus en quelque sorte théorique, vraiment pour vous expliquer les bases sur les matériaux, sur les différentes constructions qu'on peut retrouver, les différents matériaux qui sont utilisés dans le monde du foil. Donc, comme je disais, on va vraiment parler de plusieurs combinaisons pour un peu définir les bases, pour ensuite qu'il y ait un lien avec ce qu'on va vous montrer, notamment directement dans l'entreprise. Donc, il y aura une première partie avec Quentin qui vous expliquera un peu les différentes fibres, parce qu'on va vraiment se focus, bien entendu, après sur le carbone, parce que ça reste le matériau qu'on utilise pour la construction de nos foils. Et donc, il vous expliquera vraiment en vous montrant en direct en fait, les différentes fibres qu'on utilise. Donc, pourquoi du plus ou moins 45, pourquoi du 0,90, quel grammage. On entend beaucoup aussi parler de UHM. Il vous expliquera un peu plus en détail à quoi ça correspond. Donc, ça va être vraiment sur la deuxième partie. Et enfin, sur la troisième partie, on sera avec Aymeric directement derrière le banc d'essai où on s'amusera à essayer de tordre notamment un foil en carbone. Aymeric vous expliquera un peu tout ça, mais globalement, on voulait vous présenter deux essais. Il y a un premier essai où c'est vraiment des échantillons qu'on a filmés. Là, il y a une petite heure parce que c'était difficile de faire les deux essais durant le webinaire. Et du coup, on vous garde le dernier essai plus spectaculaire, on va dire, où on ira vraiment tordre un foil en carbone. Aymeric, Quentin, je vais partager mon écran du coup pour projeter vos slides. Alors, ouais. Hop, là, vous devez voir normalement mon écran, je suppose. Yes. OK. Eh ben, je vous laisse la parole du coup pour commencer ce webinaire. J'ai juste oublié quelque chose. Pour tous ceux qui veulent poser des questions, alors normalement, vous avez vos micros activés, mais pour éviter que ça fasse trop de brouhaha, n'hésitez pas en fait sur Zoom, quand vous passez votre souris, vous avez le petit onglet Converser. Et en fait, vous pouvez poser vos questions directement à l'écrit. Après, je les poserai directement à Quentin Aymeric. Je pense que ça sera plus simple pour gérer et pour pas qu'il y ait trop de brouhaha d'un coup. À vous la main, Quentin Aymeric. Donc, comme vous le savez sûrement, parce que je pense que vous êtes une majorité de pratiquants,
Donc les foils qu'on utilise, c'est pas uniquement fait en carbone. Il y a différents matériaux qu'on peut utiliser pour fabriquer un foil. Donc ça va avoir des mises en œuvre et des moyens différents. Nous, on travaille essentiellement le carbone et un petit peu l'aluminium également pour des prototypes de fuselage, par exemple. Donc, les trois principaux matériaux qu'on retrouve, c'est donc l'aluminium, le carbone et le titanium. Donc, plus généralement, dans les foils haut de gamme, donc je pense que vous le savez tous, ça va être des mâts en carbone. Et pour les fuselages, on pourra avoir par contre des fuselages en aluminium ou en carbone. Et donc, vous allez comprendre un peu pourquoi à la suite de ce webinaire. Tu peux passer la slide suivante. Donc, je vais vous parler un peu des grandes familles de matériaux et on va se faire un petit focus sur une propriété mécanique en particulier. Mais donc, il faut savoir que tous les matériaux, ils ont des propriétés physiques, par exemple comme la densité, des propriétés mécaniques, des propriétés électriques, enfin tout un range de propriétés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la propriété physique qui est la densité et la propriété mécanique qui est la rigidité du matériau. Donc, le terme un peu plus technique, c'est le module Young. Donc, sur ce petit diagramme, on représente les familles des matériaux en fonction de leur densité et de leur module Young, donc de leur rigidité. On a tout d'abord la famille des résines époxy. Donc, les résines seules, ça va être des matériaux moins rigides que le carbone ou que l'aluminium ou que d'autres matériaux. Ensuite, au milieu, on va avoir la famille des verres polyester. Donc là, ce qui est différent de la famille des époxys, c'est que là, on arrive dans un composite. C'est-à-dire qu'il y a une matrice, une résine, et un renfort qui est la fibre de verre. Un peu plus haut, dans cette même famille centrale, on a donc les tissus carbone et époxy, donc on voit qui ont des rigidités bien supérieures au verre polyester. Et donc en fait, pour trouver un peu, pour déterminer la rigidité de ces tissus, ça va être un mix entre la propriété mécanique de la résine et de la fibre. On peut voir donc tout en haut du graphique, là on va avoir des fibres de carbone ultra haut module et haute résistance. En fait, cette famille-là, c'est une famille, c'est des propriétés qui caractérisent uniquement le filament. Donc, c'est comme si on tirait sur la fibre et on détermine sa rigidité. Et pour connaître la rigidité du tissu, ça va être du coup la rigidité, l'assemblage de la rigidité de la résine et l'assemblage du filament. Donc, c'est pour ça que la famille, par exemple, époxy et carbone et HS carbone, elle va avoir des rigidités légèrement inférieures au carbone seul, car la résine époxy qui, elle, a une faible rigidité, va faire baisser la rigidité du tissu, du pli. On retrouve donc aussi l'aluminium qui, lui, donc la rigidité moyenne de l'aluminium, c'est environ 70 GPa. Et comparé au carbone qui est aux alentours du tissu carbone qui est aux alentours des 200, on peut aller beaucoup plus haut, ça va dépendre de différents paramètres. Et le titane aussi, en fait, ils sont tous un peu dans le même range qui est autour des 70-200 GPa, mais on remarque bien que le carbone, il a quand même une densité, la fibre de carbone et le tissu carbone, pardon, a une densité largement inférieure à l'aluminium et au titane. On est à une densité d'environ 1500-1800 kg par mètre cube, alors que l'aluminium,
on va être autour des 2700 kg par mètre cube. Et donc le titane, là, on arrive, c'est vraiment un métaux plus lourd. On est à 5000 kg par mètre cube. Alors, Ok. on a déjà une petite question. Ah bah, nickel, j'allais te poser la question du coup, mais si tu regardes en même temps, c'est parfait. C'est qu'est-ce qui fait que la fibre de verre perd de sa rigidité mélangée à la résine? Alors, je vais prendre un exemple, je vais essayer d'être le plus clair possible. La fibre de verre, seule, donc le filament, on va être à 70 GPa en rigidité. La résine polyester, on va, un peu comme la résine époxy, on est aux alentours de 1 à 3 GPa. Donc ça veut dire que d'un côté, on a la matrice qui est peu rigide et l'autre côté, le renfort qui est très rigide. Sauf qu'on va mettre environ, on va partir sur du 50-50. Pour imprégner la fibre, il va falloir de la résine. Donc on aura en masse 50% de fibre et 50% de résine. Donc ça veut dire que le tissu, il ne pourra pas garder uniquement les propriétés mécaniques de la fibre. Il va devoir le tissu va avoir une propriété qui va s'équilibrer sur ces deux propriétés qui est celle de la fibre et de la matrice. En fait, on peut calculer ça avec une loi des mélanges, donc qui fait intervenir la propriété de la fibre, son taux volumique et la propriété de la résine et son taux volumique présent dans le tissu. Donc on peut avoir des tissus plus ou moins performants en fonction si on a plus de résine ou moins de résine. J'espère que ça a été assez clair sur cette question. Ouais, Olivier, si on a répondu à ta question, même pour compléter ce que tu dis, tu parlais aussi de taux de pourcentage. C'est un peu c'est pas le sujet du webinaire, mais on y en abordera un peu le sujet, notamment du pré-imprégné. Ça peut être aussi un des avantages en termes de processus de fabrication, c'est-à-dire que l'avantage du pré-imprégné, c'est qu'on contrôle pour le coup le taux de résine et le taux de fibre vis-à-vis, par exemple, d'une planche qu'on ferait ou d'un feuille vraiment au contact, où là, on a moins la maîtrise en quelque sorte. La résine peut couler sur les côtés ou autre. Mais je pense que Quentin rentrera un peu dans le détail du sujet tout à l'heure. Ouais, on va encore un petit peu continuer avec moi et puis après, on va passer. Ouais, là, complètement, vas-y. Donc, tu vas pouvoir passer. Donc, si c'est assez clair pour tout le monde, cette notion de rigidité, on va essayer donc d'apporter un peu une notion visuelle sur cette propriété mécanique. Donc là, en fait, on a une courbe d'un essai de traction sur une éprouvette. Par exemple, l'éprouvette qu'on pourrait voir en bas de l'écran. L'axe strain, donc en fait, c'est la déformée, car dans un essai de traction, on va appliquer une contrainte, c'est-à-dire on va tirer sur l'éprouvette et on va mesurer de combien elle va s'allonger. Donc, on va avoir une première notion, donc c'est l'axe des abscisses, strain, c'est la déformée. Et l'axe des ordonnées, donc stress, ça va être la contrainte. Donc, ça va dépendre la contrainte de la force, mais aussi de la section de l'éprouvette. Mais on ne rentrera pas spécialement dans les détails. Il faut juste retenir qu'on a une déformation et une contrainte. Et avec ça, on peut déterminer la propriété mécanique de rigidité. Donc, on va partir du point 0, 0 et on va commencer à tirer dessus. Donc, la contrainte va augmenter, le déplacement également. Et donc, en fait, on est dans une partie linéaire, là où il y a écrit linéaire élastique région. Donc, c'est-à-dire que on va pouvoir tirer, relâcher, et en fait, le matériau, il va se comporter de manière élastique, c'est-à-dire qu'il va revenir dans sa position initiale. Donc ça, c'est une notion très importante, car on a également dans les matériaux une seconde partie, qui est la partie plastique. C'est-à-dire qu'on atteint une certaine limite qui fait que le matériau ne pourra pas revenir dans sa position initiale, il va rester déformé. Par exemple, une barre en métal, on peut la plier, ça veut dire, et si elle reste pliée, ça veut dire qu'on a atteint le domaine plastique.
Et le module Young, donc le module de rigidité, en fait, c'est la pente de la partie élastique. C'est-à-dire, plus une pièce est rigide, plus la pente va être raide. C'est-à-dire qu'on va appliquer une force importante et on aura très peu de déformation. Donc là, comme ça traduit une pièce très rigide. Si on a beaucoup de déformation pour très peu de contraintes, la pente va être beaucoup moins raide et on aura, du coup, ça traduit une pièce beaucoup moins rigide. Donc, je vais laisser Quentin continuer un peu sur ce point et faire la comparaison un peu entre le carbone et l'aluminium. Les composites et un peu l'aluminium, on peut prendre un peu l'acier, c'est quand même un matériau assez courant. Du coup, je vais dessiner ça. Donc, on a dit que plus la pente était élevée et plus le matériau était rigide. Pour le composite carbone, on va dire que cette pente est extrêmement raide, puisque le carbone se déforme très peu. Hein. Donc, avec le même genre de diagramme, donc ici on a toujours la déformation. Je sais pas si on... Est-ce que tu vois, Antonin? Sinon, Ouais, ça va, on voit à peu près, ouais. Attends, je vais juste... Hop. Nickel. On va voir ça. Donc ici on a la déformation, toujours pareil, et ici on va voir la contrainte donc, qui est liée à la force qui est appliquée sur notre matériau. Donc avec le carbone, donc, ça va être une courbe très pentue. Donc, tu peux utiliser du noir et faire des gros traits. Donc pour le carbone, on va avoir une pente très pentue et très peu de zones plastiques, voire quasiment pas, puisque notre matériau va tout de suite casser. Alors qu'avec, par exemple, de l'aluminium, cette pente va être beaucoup plus douce et la zone plastique va être beaucoup plus grande. Alors pourquoi il y en a une qui est moins haute que l'autre? C'est que au niveau de la résistance, en fait, ici, c'est la zone où on va commencer à déformer notre matériau. Donc pour l'aluminium, on va être assez bas, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. On va être dans les 80, on va dire entre les 100 et 500 GPa. Alors qu'avec du carbone, on va plutôt se trouver avec des points de rupture situés dans les, allez, on va dire entre 2000 et 3000 selon les différents carbones. Donc, c'est deux matériaux différents et qui ont des mises en œuvre complètement différentes aussi. Je pense que c'est ce qu'on va voir après. Parfait. On va continuer dessus. Juste pour ceux qui sont arrivés, hein, onglet converser. Si vous avez des questions, Olivier, on a bien vu, il manque une tablette graphique. On essaiera d'investir pour les prochains webinaires. On fait avec les moyens du bord. Mais tant que c'est compréhensible, il ne faut pas hésiter si vous avez des questions à poser tout ça. Je passe à la slide suivante du coup. Okay. Alors, voilà, je laisse un peu la vidéo tourner. Donc en fait, là, on applique une contrainte donc sur une éprouvette qui est en aluminium à gauche et sur la droite, on est sur une éprouvette donc de même dimension en carbone unidirectionnel. Donc là, en fait, on a le composite fibre de carbone et résine. Pour faire des tests comme ça, il faut déjà avoir deux éprouvettes de géométrie similaire, donc c'est-à-dire d'épaisseur similaire, de largeur similaire, et aussi l'anthrax, donc là où reposent les deux éprouvettes, car tout ça va donner des résultats différents justement si on n'a pas les mêmes paramètres de base pour l'essai. Après, on le voit un petit peu moins bien, donc en fait, tout en bas de l'écran, il y a la force qui défile. Donc là, elle vient de repartir à 0. On utilise des cellules de force pour calculer la force appliquée. Donc là, on arrive à 60 kg au maximum. Donc à 60 kg, on remarque que l'éprouvette en aluminium est quand même beaucoup plus déformée que l'éprouvette en carbone. On va pas spécialement rentrer dans le détail pour après calculer la rigidité de
de cette pièce-là à partir d'un essai comme ça, mais on pourrait, parce qu'en fait, on est en possession de la géométrie de la pièce, d'une force, d'un déplacement. Donc tous ces éléments-là nous permettraient de déterminer justement la rigidité du matériau testé. Voilà. Donc est-ce que pour tout le monde, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions ou si vous voulez juste revenir sur des points, n'hésitez pas sur les points qu'on vient d'évoquer. Parfait. Bah, on va laisser de toute façon tourner le côté questions. Alors là, on va passer un peu à la manip dangereuse. On va basculer du coup. Ah bah, il y a des questions qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu dépasses le seuil d'élasticité? Alors, dans la pièce en aluminium, donc si on revient, tu peux revenir sur la slide avec la courbe de traction. Donc, la limite d'élasticité, elle va apparaître donc à la fin de la partie linéaire. Et en fait, on va commencer à être dans le domaine plastique, donc c'est-à-dire que la pièce, en fait, à l'intérieur de la pièce, elle va se déformer. Et si on relâche la contrainte, alors là, c'est difficile de l'expliquer, je pense. Si on relâche la contrainte, en fait, on va revenir à zéro au niveau de la contrainte, mais au niveau du déplacement, on sera quelque part sur l'axe après le zéro, en fait, parce qu'on ne sera pas revenu au point initial de la forme. Donc ça, c'est pour les matériaux métalliques, parce qu'on a un grand domaine plastique. Pour les composites, ça se passe différemment. On n'a pas une aussi belle courbe de déformation plastique, car en composite, il va y avoir différents points qui vont intervenir, notamment en fait l'interface entre les plis. On peut avoir du délaminage, on peut avoir une rupture brutale, car les fibres de carbone, elles ont un faible allongement à la rupture. Donc ça veut dire que quand on va appliquer une contrainte, la pièce ne va pas beaucoup se déformer, et pense, ça va éclater. En fait. Le domaine plastique, il va être beaucoup plus court. Ça va éclater parce que la fibre va se casser en deux, parce que la pièce va se délaminer. Donc, on n'aura jamais de pièce composite tordue. Ça, c'est quand même compliqué d'atteindre. En fait, c'est une pièce composite. Il peut y avoir des amorces de rupture, des défauts présents qui vont réduire la résistance à la rupture, par exemple des inclusions d'air. Il peut y avoir aussi des éléments polluants comme des particules qui se sont mis entre les plis, qui vont être des amorces de rupture, mais le composite sera toujours en un morceau jusqu'à ce qu'il casse brutalement. Donc on a vu beaucoup, on peut voir des pièces, des mâts de foil, je pense qu'on en voit très peu en composite cassés en deux, car on a des problématiques de rigidité sur les foils, ce qui veut dire qu'on surdimensionne au niveau de la résistance pour avoir des pièces rigides. Donc on n'a pas de pièces composites, on n'a pas de mât qui casse. J'ai jamais vu de ma vie un mât de foil cassé en deux, ni un fuselage cassé en deux. Bon, à part les gros cailloux, ça pardonne pas. En revanche, les mâts en aluminium, si on a des mâts tordus en aluminium, c'est parce qu'on a dépassé cette limite élastique, qu'on est arrivé dans le domaine plastique et que la pièce n'est pas revenue à sa forme initiale. Et voilà. Si Olivier, on a répondu à tes questions, n'hésite pas. On a une autre question de Franck on parle beaucoup de carbone, mais à propos du verre, qu'en est-il? Alors, pour le verre, pourquoi est-ce qu'on l'utilise moins, voire pas? C'est tout simplement pour sa densité. Hein. Donc, le verre est quand même beaucoup plus lourd que le carbone. Le carbone, donc, on avait dit tout à l'heure une densité de 1,8, alors que sur le verre, on va se trouver sur les densités de 2,6, 2,8, pareil que ça. Et donc, un poids encore plus lourd et une
une déformation encore plus grande que celle de l'aluminium. Donc, ça en fait pas un candidat qui a beaucoup de points positifs, quoi. Et du coup, il rebondit dessus, d'accord, mais en limite plastique, du coup, qu'est-ce que ça donne? Alors pour les matériaux métalliques, il va y avoir différents mécanismes. Voilà. Sur la fibre de verre, hein, du coup. Ouais, oui, pour la limite, oui, en fait, la limite plastique, c'est quand si on tire sur une éprouvette en aluminium, par exemple, elle va se déformer, se déformer, se déformer. On rentre dans le domaine plastique et au bout d'un moment, en fait, ça va tout simplement se sectionner. Il y aura la rupture. Si tu reviens sur le graphe, en fait, la limite plastique, c'est la breaking strength. C'est quand l'éprouvette est sectionnée. Ok, donc on aura en fait sectionnement au niveau si on le fait avec de la fibre de verre, quoi. Moins de déformation plastique et sectionnement, du coup, avec la fibre de verre en amont, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Bah, Franck, si on a répondu à ta question, n'hésite pas. Ce que je vous propose, du coup, on va basculer directement maintenant, vu qu'on a, enfin, Quentin et Émeric, on fait vraiment une introduction générale pour avoir les notions sur la mécanique des matériaux. On va rentrer plus en détail directement dans l'entreprise en vous présentant les différentes fibres de carbone. On a un peu abordé notamment le sujet du HM. Alors, du coup, il y a juste un Franck qui répond à la question. Quelle est la différence en limite plastique entre le carbone et le verre? Ouais, c'est la même chose. En fait, ça reste un composite. Donc, ils n'ont pas vraiment de domaine plastique, les composites, hein. On arrive très rapidement à une rupture, alors soit brutale, soit comme un genre de déchirement. C'est un peu le même matériau sur ce comportement-là, quoi. C'est juste qu'il va avoir un domaine élastique peut-être plus grand avec le verre, mais par contre, le domaine plastique pour les composites est quasi nul, hein. On arrive tout de suite en rupture. Ouais, bah, la fibre de verre, comme son nom l'indique, en fait, c'est du verre. Donc c'est une fenêtre. On pourrait prendre comme exemple une fenêtre. Une fenêtre, c'est très rigide, mais on peut pas plier une fenêtre, en fait. Pas comme une fenêtre, elle explose. Ça veut dire qu'on passe du domaine élastique à la rupture totale du matériau très rapidement. Si on regarde vraiment à la loupe sur une courbe d'un essai de traction je sais pas, d'une éprouvette en verre, peut-être qu'il pourrait y avoir un micro domaine plastique, mais qui, en général, il est négligé en fait. On sait très bien que le verre, dès lors qu'il dépasse sa limite d'élasticité, il éclate en fait. Voilà. Ok, ça marche. Alors, du coup, on va basculer. Alors, on a juste une petite manip à faire. Je vais arrêter mon partage d'écran. Hop. Et je vais basculer sur mon portable parce que on va vous emmener avec nous directement dans l'entreprise. Alors, il faut que je les active. Normalement, vous devriez toujours m'entendre si tout se passe bien. Alors, juste mon masque du coup, avec une nouvelle restriction en plus. On rejoint Quentin et Émeric. On était sur 2 PC différents, mais on est quand même dans la même entreprise. Et on va vous faire rentrer dans l'entreprise et puis on va aller du coup directement voir les fibres. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'entreprise de production du coup Fall & Co. Pour ceux qui n'ont pas encore visité l'entreprise. Allez, je laisse la parole, Quentin. Bon, voilà, du coup, nous, le carbone, en fait, on va vous dire, on utilise du carbone donc pré-imprégné avec la résine directement dedans. Ça se présente sous forme de rouleau, de tissu, hein. Il y a différentes couleurs, donc ça, c'est des films séparateurs, on verra pourquoi. Donc, ça arrive comme ça. Donc, ça, c'est notre matière première de chez Fall & Co qui arrive sous forme de rouleau.
Alors tout à l'heure, Emmerich a parlé du fait que quand on mettait de la résine avec la fibre, on obtenait des caractéristiques mécaniques un peu moins intéressantes. Et c'est pour ça que nous, on utilise du premier. Ça veut dire qu'on a déjà le bon taux de résine dans la fibre. C'est-à-dire qu'on est dans les alentours de entre 35 et 42% de résine. Donc, c'est vraiment le but de limiter la quantité de résine pour vraiment avoir les propriétés mécaniques au maximum de la fibre, dans notre cas de carbone. Donc, ça se présente comme ça. Donc, il y a un séparateur. En fait, c'est un séparateur pour éviter que la résine ne colle de partout et attrape donc toutes les poussières qu'il va y avoir dans les ateliers. Donc, ça se présente sous la forme de la fibre. Et simplement, c'est juste un peu plus collant et un peu plus pégant qu'une fibre, on va dire, traditionnelle. Alors déjà, c'est un avantage parce que du coup, quand on va venir le couper, on va avoir tout un tas de petites fibres qui vont voler de partout puisqu'elles sont déjà emprisonnées en fait dans la résine qui est présente. Alors, on a plusieurs couleurs. C'est des simples codes parce qu'on a différents tissus. Alors, on va commencer par celui que tout le monde connaît et c'est celui qui recouvre tous nos foils. C'est le beau carbone. Donc, ça s'appelle. Donc, c'est un tissu qui est tissé pour le coup, un peu comme nos vêtements, puisque les fibres vont venir se croiser les unes les autres pour donner cet aspect un petit peu de carreau. C'est juste qu'on a une fibre qui passe sous une autre et qui revient au-dessus. Donc ça joue beaucoup un rôle de tissu d'apparat, hein, qui a aussi ses propriétés mécaniques, mais qui est généralement assez fin. On va parler tout à l'heure un peu des grammages de tissu, donc qui est assez fin, qui a ses propriétés mécaniques, mais qui est surtout là pour venir parfaire un petit peu et faire une belle pièce composite. Ensuite, on a un deuxième tissu, ça va être le biaxial, bibier, selon les ateliers, hein, il a plusieurs noms. Toujours est-il qu'il a toujours deux sens de fibre. Donc, une à 45 degrés, dans ce sens-là, et l'autre à moins 45 degrés. Alors, son importance dans un mât, ça va être pour... on va voir un petit peu après. Et on a une dernière fibre qui est un dernier rouleau, on va dire, qui est le plus commun, ça va être la fibre unidirectionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on va juste avoir un tas de fibres dans le même sens qu'on va pouvoir orienter à notre gré. Alors, pourquoi différentes positions de fibres? Ça va être bien pour bloquer en mouvement un peu notre pièce carbone. Donc, on l'a bien vu, hein, une grande fibre comme ça, dans son matériau, on a du mal à plier tout le mât. Et le BX, par exemple, c'est pour éviter la torsion, donc de tordre notre pièce. Alors, il y avait un test qui était assez simple, c'est quand on prend notre manche et qu'on veut venir tordre comme ça, on voit que ça crée des tensions dans la fibre, ici de coton, plus dans les 45 degrés par rapport à l'axe. C'est ce que ce tissu va venir faire, c'est qu'il va bloquer cette torsion en tendant toutes les fibres. Vous voyez que donc ça, tout à l'heure, on va essayer de le déformer. Si je tire dans le sens de impossible à déformer. On a vu tout à l'heure, Emmerich nous a dit qu'il allait tenir 3000, entre 2000 et 3000 GPa. Je peux faire tout ce que je veux, je ne tirerai pas. En revanche, dans les autres sens, il n'y a pas de souci, on peut déformer tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a autant de tissus différents. Et c'est le but pour construire une bonne pièce composite mécaniquement viable, ça va être de disposer toutes ces fibres un peu dans les sens de déformation préférés. Donc, dans un mât, on va avoir quand même beaucoup d'UD qui est dans toute la longueur du mât pour éviter la flexion, que le foil ne se torde. Et beaucoup de BX aussi, sur toute la côté, que le foil vienne se tordre en torsion. Donc, plutôt, on va dire, entre le fuselage et la planche pour éviter ce mouvement-là. Ok, alors je vois qu'il y a des questions. Je mets juste en même temps. Vous ne conservez pas de pré-imprégné au froid.
Alors non, parce qu'il a une durée de vie alors je crois que c'est une vingtaine de jours, ou même un mois. Une cinquantaine de jours. Une cinquantaine de jours. Et ici, en fait, nos rouleaux, ils ne durent pas très longtemps, ils durent la semaine, voire 2 ou 3 semaines pour les rouleaux qu'on utilise le moins. Mais pour l'instant, non, pas besoin de froid. Ok. Alors, je regarde juste les autres questions. Alors, il n'y a que moi qui ne vois pas. Ah, bah, ça a été répondu en dessous. Ouais, c'est juste que c'est une autre fenêtre. Du coup, vu que j'ai changé de fenêtre, vous avez le petit onglet normalement en haut à droite. Vous pouvez changer de galerie. Une question. Dit twist pour la torsion, c'est plus clair pour l'utilisateur. Ok. Il y a un connaisseur du coup à faire. Dessine, ouais, complètement. Top. Bah, ça marche. Alors là, bah, du coup, par exemple, si on prend l'exemple, je sais pas, d'un foil AFS, bah, le 105 peut-être, qu'est-ce qu'il y a globalement en termes de… Donc, le 105, pour rappeler, pour ceux qui sont pas du monde du wingfoil forcément, c'est un de nos foils race avec une hauteur de mât du coup de 105 cm. Qu'est-ce qu'il y a, par exemple, comme type de fibre dans ce foil-là? Alors, dans le foil de race, on va dire que c'est un profil qui est assez fin. Du coup, on a dû mettre des matériaux avec une très grande rigidité. Donc, dans les fibres, il y a des fibres avec plus ou moins de grande rigidité. Et notamment dans le race, il y a quand même beaucoup, on a dû mettre beaucoup de hauts modules pour que le foil ne soit pas trop souple. Donc beaucoup de hauts modules en UD, unidirectionnel dans la longueur du mât, et beaucoup de hauts modules en biaxial, donc cette fibre à 45 et moins 45 qui va éviter le twist du mât et qui va donner au foil toute sa raideur et sa rigidité. Ok. Et du coup, on en parlait, est-ce que tout à l'heure, on parlait un peu de… Emery qui a fait la présentation sur l'UHM, donc l'ultra haut module. Je ne sais pas si tu en as en exemple ou en démo pour… ça vous permet de voir aussi en même temps l'usine directement. Ça, en fait, c'est toute la découpe qui va concerner nos pièces. Hein. Donc, le haut module, c'est facile à trouver, il est juste ici. Et donc, notre étagère, on va prendre de l'idée au module aussi. À peu près. Alors, là, en fait, c'est très souple parce qu'il fait assez chaud dans le Finistère. Et donc, la résine a tendance à ramollir un petit peu dès les 20 degrés. Hein. Donc, on peut voir quand même que ces deux morceaux d'unidirectionnel, donc la fibre est dans ce sens-là, on a deux morceaux et rien que comme ça, du coup, on peut voir quand même que y en a un qui est un poil plus raide que l'autre. Donc ça, c'est ce qu'on va mettre dans les mâts de race. Donc les mâts techniques, hein, le mât de 105, le mât de race et le 95 aussi, qui bénéficient de cette fibre plus haut module et encore plus rigide. Ok. Et j'ai une autre question. Combien à peu près de plis du coup par mât on peut peut-être prendre un comparatif mât Wingfoil de la gamme Wingfoil et mât de la gamme Alpha. Si tu connais le nombre de plis. Ouais. Je connais les plis. Alors, il y a un autre point important. Alors, combien de nombre de plis il y en a plus dans le 105, simplement parce qu'ils sont aussi plus fins. Tout à l'heure, je vous ai montré différents tissus. On va avoir des tissus qui vont faire 300 grammes par mètre carré, d'autres qui vont faire 600 grammes par mètre carré, donc qui sont beaucoup plus lourds et qui ont beaucoup plus de fibres, en fait. Hein. On est au nombre de fibres qui est plus important. Donc, évidemment, il y a un peu plus de plis dans les mâts les plus grands pour pouvoir pallier à cette rigidité. Donc, combien de plis, on va dire, sur les plis extérieurs. On va avoir entre 6 et 7 plis de carbone disposés de manière différente de chaque côté du foil. Ok. Donc, ça fait combien de millimètres à peu près Alors, combien de millimètres on va faire 6 x 6, 36. C'est ça, 3 mm et demi, 4 mm de carbone de chaque côté de notre mousse. Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est quand même à retenir, c'est vaut mieux pas quasiment raisonner en termes de nombre de plis, mais raisonner vraiment en termes de grammage et de fibres qu'il y a dedans. En termes de quantité de fibres,
qui peut se traduire en termes de grammage de nos tissus. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la quantité aussi de plis à 0 à 45 moins 45. Et c'est ça qui nous intéresse surtout. C'est le grammage et l'orientation du pli. Fibres, ouais. Ok, ça marche, super. Hop, je regarde. Ah, Cyril, chaud dans le Finistère, il fait vraiment chaud aujourd'hui. Pour le coup, c'est pas un poisson d'avril. C'est vrai que c'est assez rare, mais il fait vraiment bon. Super, on va peut-être passer du coup à... Il y a d'autres questions. Ça m'énerve avec le portable. Alors, un ordre de grandeur de la différence entre fibres HM et UHM utilisées. Alors déjà, on a aussi de la fibre haute résistance. Alors, en termes de rigidité ou de… Alors, en termes de rigidité Et prix, hein, parce que c'est ça aussi qui oui. joue. La rigidité, elle se paye. Elle se paye cher. Elle se paye cher. Hein, donc, dans nos… pour le module Dion, on va dire, dans nos fibres classiques, on va être aux alentours de 250 GPa. Alors que dans nos fibres homodu et surtout ultra homodu, on est dans les 440 GPa. Donc, c'est vraiment des rigidités qui sont bien au-dessus et en prix aussi. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas des feuilles uniquement en haut module, hein, ce serait top, mais ce seraient des produits qui seraient inaccessibles parce qu'en termes de prix, alors c'est à peu près le même ratio. Tiens, on est à 3 fois plus cher un petit peu que la fibre normale. Ok, super. Hop. Alors, si Yannick, on a répondu à ta question, n'hésite pas s'il y a d'autres questions. En attendant les questions, on va passer peut-être à l'essai de feuille, si c'est prêt. Merci Quentin, du coup, pour la présentation. On va passer avec Aymeric sur les essais de feuille. Ah, il y a une question de Gwen. Pas de problème pour l'approvisionnement en carbone en ce moment. Pour l'instant, non, on n'est pas trop impacté. Tanguy, peut-être tout à l'heure, passera pendant le webinaire qui s'occupe plus de cette partie-là. Mais non, c'est un peu compliqué sur d'autres matériaux. Mais sur le carbone, on n'a pas trop été impacté. En fait, on fait nos commandes pour le coup quasiment sur l'année et on n'a pas eu d'impact direct. Ce qui est sûr, c'est qu'il risque d'avoir une augmentation quand même de la matière première. Quand exactement, on a du mal à l'identifier, mais pour l'instant, pas impacté sur le côté carbone. On est plus impacté, on est aussi sur le monde de la wing, où là, c'est beaucoup plus compliqué, par exemple, pour se fournir en tissu, à voir comment les choses évoluent sur ce côté-là. Aymeric, je te relaisse la main sur le banc d'essai, peut-être, si tu veux parler un peu de tout ça. Je vais juste expliquer un peu à quoi nous sert le banc d'essai, vous montrer les différentes parties. Et puis, on va après tirer sur un mât pour constater la déformation du foil. Vous vous doutez bien que quand vous naviguez, le foil bouge en flexion, en torsion, mais ce n'est pas facile de regarder sous la planche pendant qu'on navigue. Donc là, le banc d'essai, ça permet vraiment de se poser, de voir ce qui se passe. Donc, nous, chez Folenco, on a fabriqué un banc d'essai en interne pour pouvoir justement faire le lien entre la rigidité des tissus et les nouveaux tissus qu'on utilisait. Donc, pour pouvoir constater directement l'impact sur un mat de foil. Donc, il se présente de cette manière avec une partie donc centrale où on vient en fait plugger le foil comme dans un boîtier de planche à voile. Donc c'est dans un bloc en aluminium. Là, on a aussi l'avantage d'être sur une structure hyper raide comparée aux planches à voile où les boîtiers peuvent vieillir un petit peu et on peut ressentir un peu des mouvements parasites en nave. Ensuite, on vient appliquer donc une contrainte donc perpendiculairement au mât, donc dans ce sens-là, ça va venir tordre le mât. Donc on utilise la cellule de force pour récupérer après sur l'ordinateur les valeurs de la contrainte. Là, on ne l'a pas mis en place parce que ça demande un peu plus de préparation et là, ce n'était pas l'objectif, mais on a donc un capteur de déplacement également qui va donc mesurer le déplacement, comme j'en parlais tout à l'heure sur la courbe de traction, où on a une force et un déplacement. Et donc, avec tout ça, on va pouvoir déterminer la rigidité de notre foil.
Cette fois, on ne va pas déterminer le module Young, comme on parlait tout à l'heure, on va plutôt déterminer une rigidité qui prend en compte le module du composite, donc la rigidité du composite, mais également la forme du foil. Car un foil très fin, avec beaucoup de fibres au module, il sera potentiellement plus souple qu'un foil très épais, avec des fibres un peu moins performantes. Car la section du foil influe énormément donc dans la rigidité de la pièce. Nous, on vient mesurer justement donc, cette globalité, rigidité et section. Comme ça nous permet aussi de comparer différents foils qui n'ont pas forcément la même section. Donc, c'est pour avoir surtout des... Donc là aussi, il y a le banc de flexion qu'on a utilisé tout à l'heure, de flexion 3 points, qu'on a utilisé tout à l'heure pour faire les éprouvettes. On l'utilise occasionnellement pour aussi faire fléchir nos ailes, les casser aussi. Et on peut également faire de la torsion sur ce banc en maintenant le mât sur un point pivot et donc en appliquant une force. Donc là, il n'y a pas de fuselage sur ce mât, mais on peut également mesurer donc la rigidité en torsion du mât. Donc, c'est les deux propriétés qui sont vraiment intéressantes, la rigidité en torsion et en flexion. C'est un comportement qu'on ressent tous quand on navigue. Un foil très rigide, voire comparé à un foil très mou en navigation, je pense que la majorité des gens sont capables de faire la différence chez les pratiquants plutôt de longue date. Donc, on va simplement appliquer une force perpendiculairement au mât et on va donc constater la pièce qui se déforme. Alors, comme il y en a un qui l'a remarqué, c'est vrai que c'est un bois artisanal, mais qui fonctionne super bien pour le coup. Alors, on est constamment en train d'améliorer et d'apporter des modifications, soit pour être plus précis, soit pour pouvoir tirer encore plus fort. Parce qu'avant la cellule de force, on avait d'autres éléments. Et maintenant, une cellule de force, ça permet vraiment de forcer et d'aller à la rupture sans que le capteur se dérègle trop. Donc là, on peut après, nous, de notre côté, analyser la déformation du foil. Donc nous, sur les AFS, on a quand même une partie qui s'évase un peu donc au niveau du talon. Donc c'est pour ça que là, on a plutôt une partie très rigide ici qui s'est peu déformée. On a une légère cassure et ensuite une déformation un peu plus uniforme jusqu'au fuselage. Donc là, à ce stade du test, une contrainte. Je n'ai pas activé les capteurs, mais bon, en général, on tire on prend des valeurs de 10 à 50 kg et ça nous permet d'avoir suffisamment de déformation après pour obtenir les propriétés que l'on souhaite. Tu veux que je tire plus, Quentin? On peut voir. Hein. Ouais, là, on a enlevé les carters pour pouvoir bien voir. Donc, on n'a pas envie de se prendre un truc dans la gueule parce que bon, quand ça casse, ça en fout partout. Voilà. Le câble. Donc là, ça vous montre vraiment voilà, un exemple d'effet qu'on peut faire. Et comme l'a expliqué Quentin, ça permet vraiment, comme l'a expliqué Émeric, ça permet vraiment de voir en fait où va se déformer le foil par rapport. Donc là, je vous montrais vraiment la vue du coup de face, mais si on passe sur une vue plus orientée profil, ça permet vraiment d'en faire des conclusions. Et comme il expliquait tout à l'heure, on voit vraiment bien en fait que sur cette partie-là, en fait, on est beaucoup plus large et d'où le fait que tout à l'heure le foil était plus droit à cet endroit-là et en fait venait à se déformer vraiment à partir de cet endroit-là. Donc là, c'est vraiment la section du foil qui intervient parce que le composite dans le foil, il est quasiment le même partout. Et donc là, si cette partie-là est plus raide, c'est vraiment parce que la section élargie. Donc comme je le disais tout à l'heure, la rigidité du foil qu'on souhaite mesurer, ça dépend de la section et des matériaux utilisés. Il y a pas mal de questions qui sont tombées.
Première question, vous naviguez tous. Oui, dans l'entreprise, on est plusieurs pratiquants pour le coup, ce qui permet de bien combiner pour le coup le côté théorique et la mise en pratique. Et ce qui rebondit sur la question aussi de Olivier, faites-vous des essais camps des formations statiques et qu'en est-il de la dynamique? En dynamique, on y pense. Ça nécessite quand même un peu plus de moyens. Mais non, pour l'instant, on fait que du statique. En dynamique, sur l'eau. Ouais, en dynamique, c'est surtout sur l'eau. Parce qu'en fait, le problème après de ces tests-là, c'est qu'on n'a pas l'influence des ailes également. On a énormément on peut avoir un foil souple avec des ailes qui vont driver et donc qui vont l'aile va compenser en fait par exemple le manque de rigidité en torsion, notamment en ajoutant des petites winglets. Ça permet au foil d'aller bien droit et donc justement de gagner en rigidité en torsion. Ces différents paramètres-là, on les constate plus en navigation. Là, on est vraiment sur un paramètre à la fois, parce qu'on tire dessus en torsion, en flexion, après on fait de la torsion, alors qu'en réalité, quand on navigue, c'est un couplage des deux, c'est un couplage flexion-torsion. Il y a aussi les ailes qui rentrent en jeu, il y a beaucoup plus de paramètres. Ok, ça me permet de compléter sur le Gwen. Je viendrai après, Eric, à ta question. Quelles sont les forces appliquées en navigation par un rider moyen ou pro? Alors là, c'est une très bonne question parce que ça va dépendre du poids du rider. Peut-être que Tanguy est derrière moi, mais en fait, il y a énormément déjà en termes de réglage sur un foil, si on a plutôt une voile puissante ou pas, la gabarit du rider. Non, on n'a pas mesuré directement dans la pièce la force appliquée. On a quand même une petite idée de cette force. Si tu veux prendre le... Non, je laisse les jeunes parler, moi. J'écoute un peu, je vérifie. Non, en fait, sur les efforts max qu'on peut voir, donc déjà, en fait, il y a un poids d'ensemble qui est déplacé entre si on parle de wingfoil, entre en effet, le poids du rider, de son équipement et de l'ensemble. Mais après, il y a des accélérations. Sur les mouvements de montée, c'est-à-dire de lift du foil, on va en général avoir jusqu'à 2 fois et demi, entre guillemets, le poids de l'ensemble de la masse. Parce qu'on a une accélération d'un facteur 2. Par contre, les plus gros efforts qu'on va avoir sur les foils, c'est principalement sur les effets de reverse. Quand le foil va plonger et que la planche va l'empêcher de plonger. Et là, on peut estimer parfois avoir des forces d'arrachement de l'ordre de 1 tonne 2. Quand 1 tonne 2, c'est soit les vis qui cassent ou le boîtier qui peut s'arracher. Mais c'est ce qui s'est passé notamment, on imagine, sur le bateau du Malouin là, pendant le Vendée Globe où ça va aspirer. Et logiquement, après, le foil en lift, il va être vraiment limité par l'ensemble du poids du rider et des forces aussi appliquées par les voiles. On peut appliquer, quand on prend entre 2,5 et 3 fois le poids maxi, c'est quelque chose qui est assez important. Après, au niveau des efforts de torsion, c'est un peu plus compliqué. Justement, Émeric parlait des couplages entre flexion et torsion en permanence. Suivant ce qu'on va être capable de mettre aujourd'hui en windfoil, il y a un pied de mât, donc on va aller mettre de la pression dans le pied de mât, on va aller avoir de la force de drive. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à faire ces essais, distinguer chaque effort sur les essais et de retranscrire ça en navigation, ce qu'on ne pourrait pas faire en fait sur des grosses pièces, par exemple sur un foil, sur un IMOCA. C'est assez compliqué, alors que nous, en planche, on peut avoir les riders qui vont aussi sentir ce qui se passe par rapport à un profil ou une inertie différente utilisée ou un drapage de tissu utilisé. Et nous, en fait, toutes ces mesures-là nous permettent de voir quand est-ce qu'il y a de la bonne sensation sur l'eau, de la performance sur l'eau, et d'aller optimiser, entre guillemets, le drapage par rapport à ça. Optimiser le drapage, ça a plein d'incidences. C'est un sur les performances et c'est aussi, il faut en mettre assez, mais il ne faut pas en mettre trop parce que ça sert à faire des feuilles qui coûteraient 4 fois trop cher. Donc en permanence, on travaille là-dessus. Top. Pour ceux qui ne connaissaient pas, si on ne l'a pas présenté, Tanguy, du coup, c'est le président de la société qui a un passif ou toujours un actif d'architecte naval. Merci, je vous laisse avec les jeunes. Autre question, Émeric, alors c'est la question d'Eric. Je trouve juste là. Comment est-ce que vous carrez entre le mât et le fuselage? Est-ce un point sensible? Non, pour le coup, c'est pas un point sensible.
chez Folenco, ça a été une solution technologique qui a été mise en place il y a bien longtemps, c'est-à-dire une partie monolithique dans le fuselage qui vient être usinée. Et en fait, on emboîte le mât dans ce fuselage. Les jeux, entre le jeu restant est comblé par des cols époxy. Et on vient goupiller, on vient mettre des joncs en carbone qui reprennent les efforts. Et on n'a jamais eu de rupture de ce côté-là. Et on a fonctionné plutôt de manière empirique. C'était, je pense, Quentin, je n'étais pas là quand elle a été développée, cette solution. Je n'étais pas encore arrivé. Quentin, je crois bien. Ouais, c'est vrai qu'au début, on a fait donc, des foils collés. On est allé sur la version démontable avec des vis. Hein. Le souci avec les vis, c'est qu'on a de la visserie du coup acier qui est techniquement moins bonne que du carbone. Et donc, c'est vrai qu'avec de la visserie, on peut avoir un peu de problème. Et que c'est pour ça qu'on s'est redirigé vers une liaison complètement carbone qui aujourd'hui a fait ses preuves. On a plus que ses preuves. Ouais. Et pour la petite histoire, ça nous est arrivé de faire un prototype. C'était il y a quand même quelques années. C'était à l'époque de l'extrême glisse. Bref, je pense qu'il y a 2 ans. Un prototype qui n'avait pas de jonc carbone. Donc en fait, la liaison elle tenait uniquement avec la colle époxy. Et donc ça a bien tenu 1h30. Alors que cette colle-là, elle est pas censée apporter énormément de résistance. Elle est surtout là pour combler les jeux. C'est normalement les joncs qui tiennent tout ça. Donc, on n'a jamais eu de problème de ce côté-là. Top. Une autre question, est-ce que les profils sont toujours pleins, jamais creux, par exemple, notamment pour les ailes épaisses? Ah, ça, c'est à Quentin de répondre. C'est sa spécialité. Alors, chez Folenco, alors c'était du temps de la FS2, parce que j'ai commencé à travailler du temps de la FS2, où on mettait des mâts étaient pleins de carbone, hein, sauf que toute cette matière n'est pas utile. Toute cette matière n'est pas utile, alors du coup, on va essayer, on peut aller prendre des sections de mâts. On a essayé de remplacer cette matière à l'intérieur par, alors au début, c'était de l'air, des sections creuses. Et de plus en plus, on est arrivé sur des sections avec un sandwich, c'est-à-dire on vient prendre de la mousse, donc un matériau qui est très peu dense, en sandwich au milieu de pots de carbone. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, on avait 3 à 4 mm de pots de carbone autour de ce sandwich. On va peut-être avoir des coupes. Hein. Il faut bien faire des essais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on va être sur des... Donc c'est ça, c'est notre sandwich. Donc en jaune, le matériau très peu dense. Hein, donc on a du 80 kg par mètre cube. Et autour, du coup, la structure carbone hein, qui vient recouvrir ça. Alors, ça a deux avantages. C'est que déjà, ça donne une très bonne rigidité pour une quantité de fibres bien moindre. Et de deux, en fait, ça va nous donner une très grande légèreté, hein, puisqu'on vient retirer quasiment toute la matière du milieu. Donc ça, c'était notre première solution pendant les AFS, pendant quelques années, d'avoir une structure creuse hein, avec des renforts carbone au milieu. Je ne sais pas si on voit bien. Donc c'est une très bonne solution, mais qui est quand même très technique pour des foils. Et c'est pour ça qu'on est passé sur une solution mousse qui nous permet d'avoir un très bon contrôle de la qualité de nos mâts et de nos ailes et de nos stabilisateurs et de beaucoup de pièces et de nos fuselages aussi. Vraiment, on a mis de la mousse un petit peu partout pour alléger nos produits et rendre plus techniques et économiser un petit peu de matière. J'ai une autre question par rapport à ça. Les mousses, vous travaillez avec des mousses en quelle matière? Alors, c'est du SAN. SAN. Il y a assez peu de matières avec lesquelles on peut travailler parce que donc, le pré-imprégné, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais il faut 2 choses pour faire des pièces en pré-imprégné. C'est que la première, il faut de la pression hein, pour aplatir tous nos plis. Et la seconde, c'est de la température. Notre résine, contrairement à la méthode classique où on va
prend un composé A, un composé B qu'on va mélanger et qui va durcir, la résine qui se trouve dans la fibre va durcir grâce à la chaleur. Et donc, ça nous limite un petit peu au niveau des matériaux qu'on peut associer à notre composite parce qu'il faut qu'ils tiennent cette chaleur de 120 degrés pendant 1 heure et demie. OK. Il y a une remarque de Xavier sur le flotteur de wing, il faut couler la board car le foil flotte beaucoup justement et est léger. Alors, ça peut surprendre en effet, Bruno, et en plus, on avait parlé au dernier webinaire, ça peut surprendre au début quand on prend nos foils, la légèreté et du coup la flottabilité derrière. L'avantage, ça va être notamment encore plus dans la wing quand on va aller faire du pumping, d'avoir en fait un foil hyper léger, ça permet aussi d'être un peu moins cardio, d'avoir quelque chose de plus léger. C'est toujours plus intéressant pour la pratique après par la suite. Hop, je reviens sur la discussion. Top, nickel. Là, je n'avais pas vu, il y avait une question de Yannick. Des essais sur produits finis pour tester la résistance performance des assemblages autres que tests sur l'eau. Est-ce qu'on fait des essais sur produits finis pour tester la résistance performance des assemblages? Ouais, c'est ce que disait Mike tout à l'heure. Alors, sur les assemblages, mât et fuselage, non, on ne teste pas. On a le savoir-faire de la boîte qui valide en fait cette solution-là. Après, on pourrait faire les tests pour les liaisons, par exemple, aile fuselage, mais ces tests-là, ils se font sur l'eau. On ressent les manques de rigidité si jamais il y a des défauts sur la liaison aile fuselage. Et après, en fait, on fonctionne comme ça. Sur le banc d'essai, comme je le disais tout à l'heure, on améliore le banc d'essai au fur et à mesure, et c'est en fait une possibilité également de mettre en place un système, par exemple, d'arrachement d'ailes, où on met le foil à l'envers et on tire sur le côté d'une aile pour voir la résistance. Donc ça fait partie des améliorations du banc d'essai, pas là pour le coup qui ne sont pas encore présentes. Pour rebondir sur la question, en fait, on a aussi, c'est vrai aujourd'hui, l'avantage pour le coup d'avoir, comme vous avez pu le voir un peu, on n'a pas fait visiter toute l'entreprise, on fera d'autres webinaires sur d'autres thématiques, mais l'avantage vraiment de maîtriser la chaîne A à Z. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, prototyper en fait un foil, ça nous prend très peu de temps. Et aller l'essayer, du fait aussi qu'on soit dans le Finistère, il y a Bruno en plus qui est connecté, je crois, au webinaire et qui s'occupe en fait de tout justement le côté test. Ça nous permet vraiment de tester et retester sur l'eau et pour tout de suite identifier les défauts qu'il pourrait y avoir, les améliorations pour ensuite lancer les pièces de série. Donc c'est aussi j'ai envie de dire une stratégie en quelque sorte de Folenco aussi. Il y a toute une phase en amont BE et après aussi d'aller tester très rapidement sur l'eau. Là, on est capable admettons que les moules soient prêts, de sortir une première pièce, par exemple un mât, un fuselage, nouveau modèle, le sortir en 3 jours, le tester sur le banc d'essai, donc on récupère les données mécaniques, et le tester dans la foulée sur l'eau. Donc on peut avoir, en 4 jours, on peut fabriquer le produit, l'essayer de 2 manières différentes et connecter en fait tous les éléments de la production aux résultats expérimentaux, donc les tests, et aux résultats en navigation. Ça nous permet d'avoir des retours très rapides et d'être ultra. Ok, il y a pas mal de questions là qui sont tombées. Alors, la première, au final, l'avantage d'utiliser, alors peut-être pour Quentin, au final, l'avantage d'utiliser de la mousse, c'est de limiter l'utilisation de carbone, c'est bien ça, tout en profitant des propriétés mécaniques importantes des structures sandwich, car la technique des mâts creux, mis à part le gain en masse, n'apportera rien de supplémentaire. Point d'interrogation. On va gagner en matériaux. En fait, on gagne en rigidité. Le passage du creux vers la mousse, c'est surtout l'aspect de contrôle de la production, le contrôle qualité de la production. Tout au long, on fait beaucoup plus de pièces maintenant lorsqu'on faisait les matériaux. C'est surtout pour avoir cet aspect de contrôle et de contrôle de la pièce. Ok. Alors, j'arrive plus à suivre les questions. Alors, question pour des fuselages en carbone au lieu de l'alu, comme beaucoup de marques le font. Nous, on a les moyens techniques pour fabriquer ces pièces-là. D'abord spécialisé dans les matériaux composites et dans le modelage en fait, du carbone.
et on fabrique la pièce en interne. L'usinage de l'alu, pour des pièces finies comme ça, c'est un autre métier et on y travaille, mais pour l'instant, la spécialité, grosse spécialité, c'est vraiment le modelage de pièces en carbone, même si on a des retours, on a des résultats aussi très positifs sur des pièces en alu. Et après, en termes de production, de volume de production aussi, c'est largement possible, mais c'est une nouvelle organisation, une nouvelle chaîne de production. Ok. Ah, Tanguy, tu peux rajouter. Comme un des gros avantages d'avoir un ensemble full carbone, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller démonter les pièces à chaque navigation et il n'y a pas besoin d'entretien. Enfin, le problème, c'est une pile, un carbone, inox et aluminium, ça fait une grosse pile. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. L'alu, ça coûte beaucoup moins cher d'aller faire des fuselages en alu usiné. Nous, on est sur des produits de haute qualité, on a du carbone à l'intérieur, on assume ce choix-là. Après, ça ne veut pas dire que les foils en alu soient nazes, hein. Il y a des très 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 bons foils en alu, mais c'est ce choix-là. Mais vraiment, un des gros aspects, ce poids et le fait qu'il n'y ait pas d'entretien, c'est quand même pour le consommateur quelque chose qui est très apprécié. Ok. Alors, on continue. Alors, je repasse avec Quentin et Émeric. Est-ce que vous utilisez de la simulation numérique? C'est peut-être même avant avec Marc au niveau du BE. Alors, je ne sais pas, peut-être vous pouvez répondre à la question. Ouais. Ce que vous faites en plus, au fait. Point-là, mais Ceci, on fait de la simulation sur l'ensemble des feuilles pour le coup. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est des simulations pour en donner un ordre d'idée. La meilleure simulation que tu puisses avoir, ça va être le test en direct. Ça va être aussi de la simulation pour déterminer les profils. Là, c'est plus le domaine de Tanguy, mais on s'éloigne un peu de la mécanique, par exemple, de déformation. Mais là, c'est plus comment le foil réagit dans l'eau, comment le profil d'aile va réagir et quel type de profil on va choisir. Comme on a des carveurs à profil très épais pour le surf, des ailes de windsurf beaucoup plus fines. Et tout ça, ça a des propriétés hydrodynamiques complètement différentes. Et on fait des simulations pour justement orienter notre produit vers différents types d'utilisation. Le terme à la mode, c'est la composante fluide structure. Quand on dessine un profil ou une section, on essaie de faire toujours celle qui va la plus optimisée pour pouvoir avoir des performances, mais à côté de ça, il faut que ça tienne le coup, il faut construisible ou construisible économiquement. Je ne sais pas si vous avez attaqué le sujet des modules de carbone, mais c'est pareil, aujourd'hui, on pourrait faire des foils à 6 000 € parce qu'on va les remplir complètement, mais il n'y aurait pas de marché derrière. Ou bien les consommateurs pourraient faire beaucoup trop cher. Donc à chaque fois, on va toujours travailler sur ces sujets. Mais en simulation numérique, on va travailler sur des logiciels, comme a dit Marc, de lifting line, qui permet d'avoir une approche des profils. On veut pousser un peu plus, on va aller faire ce qu'on appelle de la CFD, peut-être Fluid Dynamics. Là, c'est vraiment plus très intéressant quand on va chercher des interactions entre les mains, les fuselages, les ailes et toutes ces choses-là, ou sur d'autres projets, sur des bateaux ou des trucs comme ça. Et en mécanique, on va utiliser aussi des logiciels de maillage mécanique pour pouvoir aller voir un peu prédimensionner les foils. Mais dans le composite, c'est toujours assez compliqué, même s'il y a des super bons softs, hein, Émeric, il travaille pas mal là-dessus. C'est toujours d'avoir une approche entre la mesure du réel au banc, les calculs numériques, et en fait, la grosse valeur ajoutée d'un bureau d'études, c'est d'être capable de toujours savoir où se trouve le juste milieu pour pouvoir aller faire les meilleurs produits par le site. Pour compléter ce que dit Tanguy, il y a une petite vidéo qui va sortir. C'est moment où on fait un focus vraiment sur le design et sur le bureau d'études avec Marc qui est notre ingénieur de bureau d'études aussi. Donc il y a une petite vidéo semaine prochaine qui sortira sur ce sujet-là. J'avais une autre question, je pense que ça va être une des dernières questions parce que ça va commencer déjà à faire un petit moment. Combien de temps pour fabriquer un foil? Alors, ça peut être plus pour Quentin, découpe et pose des tissus, cuisson et finition. Aujourd'hui, un foil, de la découpe, il peut être fait dans la journée. Clairement, hein, normalement, entre la découpe et le pressage d'un foil, on peut faire ça dans la matinée. Et puis après, le sortir de la presse et venir le finir pour qu'il soit fini dans ce soir. Donc, honnêtement, s'il y a une personne qui faisait un foil, je pense qu'il doit mettre entre 4 et 6 heures à faire un foil. Bon, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup
On est à entre 8 et 10 foils par jour. Donc, on a une grosse équipe, hein, mais c'est pas le nombre de foils entiers qu'on fait dans le journée. Ok. J'avais une autre question quand on parlait tout à l'heure de tests. Est-ce que vous profitez des tests pour tester les contraintes subies par le boîtier d'aileron planche? Non. Clairement, non. Ouais, Donc, on fait un peu moins. C'est le plus, en fait, aujourd'hui, en termes de production, les foils, en fait, tous nos foils sont vraiment faits en interne. Ensuite, on a les planches à HD, parce qu'on a, on a 4 marques. Ça, je ne l'ai pas rappelé au début, mais il y a 4 marques, en fait, à HD, Sea Lion, Laswell et AFS. Donc, tous les foils AFS, en fait, sont vraiment faits en interne. Donc, ça nous permet vraiment de faire tous ces tests. Après, on a AHD, Sea Lion, Laswell qui sont faits chez Terminatech en Tunisie, où on fait tout le développement, en fait, en amont ici. Donc, tout ce qui va être shape, prototypage, test et prototype, jusqu'à valider en fait le dernier prototype qui est envoyé à l'entreprise de production et qui nous renvoie après toutes les planches ici. Vous avez pu voir tout à l'heure le local de stockage où justement les gens demandaient où étaient cachées les clés. En fait, c'est le local de stockage de nos boards. Donc, c'est des choses sur lesquelles on travaille, de réfléchir à des nouvelles conceptions de planches qui nous permettront justement de faire ensuite tous les essais en interne par la suite. On améliore les produits. Si c'est le sujet boîtier, on améliore aussi, on continue justement. Alors maintenant, des problèmes de boîtier, il y en a de moins en moins. On a connu ça au début sur les planches, il y a 4 ou 5 ans, avec vraiment l'arrivée du Wingfoil. Aujourd'hui, c'est des sujets un peu moins vrais, parce qu'en fait, on a vraiment fait évoluer. Donc, on a on a plusieurs types de boîtiers. On a les boîtiers Deep Tuttle pour les foils de Wing. Hein. Donc, le Deep Tuttle est passé pour être presque un standard. Donc, est-ce que le Deep Tuttle est une solution idéale? C'est une solution biconique, enfin une solution simple conique. Ça aurait été biconique sur les deux faces, ça aurait été beaucoup mieux d'un point de vue mécanique. Après, on a les boîtiers maintenant aujourd'hui qu'on utilise beaucoup en wing, en surfoil, en sup, qui sont les platines WS, voilà, qui sont reliées. Et puis à côté de ça, on travaille même, on ne va pas vous dévoiler des choses, mais on travaille même sur d'autres façons de pisser des foils sur les planches. Dans le futur. Après, la problématique, c'est qu'il faut toujours rester un peu dans les standards, parce que si on sort un boîtier, c'est ce qui avait été le cas notamment de la FS1, où dans ses premiers foils, la FS1, il y avait un boîtier biconique spécifique qui était dans les planches, mais on pouvait l'utiliser que dans ces planches-là. Donc, c'était un peu compliqué, parce qu'il fallait acheter l'ensemble foil plus planche. Mais voilà. Ok. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de toutes les questions. Je ne sais pas s'il reste quelques questions parmi vous. Quoi qu'il en soit, Quentin et Émeric, merci beaucoup du coup pour la présentation. Et ouais, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Si vous avez d'autres questions par la suite, par mail, sur les réseaux sociaux ou autres, on est vraiment à disposition pour vous faire découvrir tout ça. Il y aura d'autres webinars. De toute façon, on essaie d'en faire à peu près tous les mois pour vous faire découvrir un peu toutes ces facettes-là. C'est vraiment l'avantage pour le coup d'avoir la production interne, de pouvoir vous partager tout ça. Merci à tous pour votre participation. Puis je vous souhaite à tous bonne soirée.